Merci Nada. Donc ça, c'est ce qui était prévu au début du projet, mais on assume aussi, dans le cadre du projet, de pouvoir s'adapter au fur et à mesure, au gré des questions des uns et des autres. Donc c'était entre autres l'objet de la réunion de brainstorming d'hier, et puis au gré de nouvelles compétences ou nouvelles questions qui pourraient alimenter le projet. Et dans ce cadre, j'ai eu la chance de rencontrer à l'automne 2021 Céline Mecher, qui a ATER à l'université de Franche-Comté. Je ne suis pas sûr que ce soit encore l'échelle pertinente. Comment on dit maintenant, Céline? C'est toujours l'université de Franche-Comté, Oui, oui, toujours. finalement. C'est ça. Et puis attaché au laboratoire chrono-environnement avec lequel j'ai eu par le passé pas mal d'interactions. Et on s'est rencontrés dans un congrès d'archéologie. J'étais depuis un moment intéressé par les paléoparasitologies. Puis là, j'étais content de voir son exposé. Et on a convenu que, tiens, ça serait peut-être intéressant de voir ce qu'apporte la paléoparasitologie à un contexte actuel dans les égouts. C'est aussi un petit peu le sel du projet de détourner des approches qu'on appliquait plutôt à l'ancien, dans des carottes de sédiments ou des choses comme ça, sur des thématiques actuelles et sur des objets actuels. Donc Céline a accepté de regarder deux échantillons de carottes qu'on avait prélevées dans les égouts d'Orléans. Et puis, elle va d'abord nous présenter l'approche de paléoparasito, et puis ensuite, plus précisément, ce qu'elle a fait sur les sédiments d'égout. Ça te convient, Céline? C'est très bien. Merci beaucoup. À toi. Merci. Alors, je partage. Est-ce que c'est bon? Oui? Ok, merci. Donc, bonjour à tous, ceux voilà, que je n'ai pas encore pu rencontrer. Donc, comme a dit Jérémy, hein, je suis à TER à Chrono Environnement actuellement. Et donc, Jérémy m'a fourni 4 échantillons qui viennent donc d'une chambre à sable d'Orléans où j'ai pu voilà, tester et voir la présence de parasites. Donc l'approche en fait qui a été adoptée, c'est d'ordinaire utilisée en contexte archéologique, hein, c'est ce qu'on appelle la paléoparasitologie, mais en fait ça a semblé ici tout à fait propice par rapport à d'autres méthodes qui sont utilisées en parasitologie actuelle, donc pour plusieurs raisons. Donc je vais vous exposer tout ça après. Alors je vais déjà commencer par vous faire une introduction sur la parasitologie de manière générale, la paléoparasitologie, et ensuite je présenterai les résultats. Donc pour commencer, hein, les parasites, ce sont des organismes qui sont définis comme des individus qui prennent leur subsistance aux dépens d'autres êtres vivants qui sont leurs hôtes. Alors ils sont présents partout, il n'y a aucune zone géographique qui n'est exempte de parasites, ni aucun être vivant. Alors il y a plusieurs nomenclatures qui existent pour les subdiviser, ça va être selon leur mode de vie, donc parasites d'animaux, de végétaux, de champignons ou d'algues, ou bien selon leur localisation dans l'organisme. Donc, ça peut être soit des ectoparasites qui vont être à la surface du corps, donc des poux par exemple, ou bien les endoparasites qui seront au sein des organes et des tissus. Alors, il y a quelques auteurs qui parlent également de mésoparasites pour désigner ceux qui vivent finalement dans la lumière de l'organisme. Et donc, les parasites gastro-intestinaux peuvent être classés parmi les endoparasites ou mésoparasites selon les auteurs. Alors, les agents parasitaires chez l'homme et les animaux domestiques peuvent être répartis en 5 catégories. Donc, les virus, les protozoaires, les bactéries, les champignons et les helminthes. Alors, les helminthes, donc les parasites vermiformes, ils présentent une part non négligeable des agents infectieux avec 20%, enfin, ils sont présents 20% chez l'homme et 33% chez les animaux domestiques. Donc, au laboratoire, hein, puis moi, dans mon travail, je m'intéresse essentiellement aux helminthes, et donc plus précisément aux helminthes du tractus gastro-intestinal. Donc, en effet, hein, selon l'OMS, il y a 51% des helminthes qui sont des parasites du tractus gastro-intestinal, ce qui est vraiment une part non négligeable. Ils correspondent majoritairement à des géohelminthes, c'est-à-dire des parasites qui se contractent par ingestion des formes de dissémination qui sont présentes dans les sols ou dans l'eau souillée par de la matière fécale. Et donc, selon l'OMS, il y a plus d'1 milliard de personnes qui sont porteurs d'helminthiase. Alors, il n'y a pas que les géohelminthes qui peuvent infester les individus, hein. Il y a 4 grandes classes de parasites qui existent, donc les acanthocéphales, les cestodes, les trématodes et les nématodes. Voilà.
pardon. Et donc, ils sont présents chez toutes les classes de vertébrés, donc que ce soit amphibiens, oiseaux, poissons, mammifères. Donc, le nombre d'espèces parasites estimées pour chacune de ces classes est très important, hein, ça peut aller jusqu'à 45 000. Et donc, chez les mammifères, ce sont les nématodes qui sont le plus représentés. Le nombre d'espèces parasites estimées, donc tous les parasites présentent des cycles de vie complexes. Là, je vais vous présenter donc, les cycles de vie des parasites, ce qui est une notion qui est très importante pour comprendre les résultats et l'intégration dans des perspectives plus vastes. Donc, les parasites présentent des cycles de vie complexes qui font intervenir le milieu extérieur ou d'autres organismes. Alors, il y a des cycles qui sont dits monoxènes, donc directs, avec un unique hôte définitif et qui implique le plus souvent un passage d'au moins un des stades de développement dans le milieu extérieur. Donc, il y a des cycles plus complexes, dits hétéroxènes, à un ou plusieurs hôtes intermédiaires et qui vont aussi parfois nécessiter un passage dans le milieu extérieur. Donc, dans tous les cas, c'est toujours dans l'hôte définitif que le ver adulte va se développer et émettre ses formes de dissémination, donc les œufs. Et donc, nous, c'est ça. Ce qu'on fait, on recherche les œufs par microscopie qui sont mis en évidence pour nos données paléoparasitologiques. Alors, l'étude de ces formes de dissémination qui sont retrouvées en contexte archéologique, elles peuvent apporter plusieurs informations et donc à plusieurs échelles de temps et d'espace. Si on travaille à l'échelle de l'individu, comme sur des sépultures, des momies par exemple, donc la paléoparasitologie, elle va nous renseigner sur les pathologies des individus, sur leur hygiène globale et les habitudes alimentaires. Si on travaille à l'échelle d'une structure, donc typiquement des puits et des latrines, ce qui est assez commun en contexte archéologique, donc ça peut nous renseigner sur l'organisation interne de ces structures, comme différentes phases de remplissage ou des changements de fonction, par exemple. Et donc, ça apporte généralement des informations sur la gestion des déchets de l'homme, des déchets domestiques ou des déchets de boucherie, par exemple. Donc, à l'échelle du site, si on met en évidence des zones d'accumulation en œuvre de parasites, marqueurs parasitaires, ça peut nous aider à mettre en évidence des aires dépotoirs, des zones de parquage de bétail, par exemple, ou encore une fois, nous aiguiller sur la gestion des déchets. Et donc, enfin, le suivi des parasites sur plusieurs sites archéologiques peut aider à comprendre les mouvements de population, les échanges culturels qu'il y a pu y avoir entre différentes cultures, et dans la mesure où, en fait, vu que les hommes se déplacent avec leurs parasites, du coup, il peut y avoir transmission via des échanges commerciaux, par exemple. Alors, d'un point de vue histoire et évolution des parasites, donc la paléoparasitologie, elle a permis de mettre en évidence les premières occurrences de certains parasites. Donc ici, vous avez deux exemples. En fait, le plus vieil œuf qui a été retrouvé date de 270 millions d'années. Et donc, c'était dans un parasite de requin, un ténia de requin. Et donc, après, vous avez un autre exemple qui était un ascaride chez un reptile mammalien. Donc, ça peut aussi, comme je vous ai dit, permettre de mettre en évidence des voies de migration de populations humaines. Et ici, donc, vous avez une étude qui qui tend à démontrer qu'il y a eu une colonisation du continent américain au cours de la période précolombienne, donc par les voies costales et maritimes, en opposition au schéma classique qui est plutôt introduisé par le détroit de Bering. Donc voilà, je vous ai présenté la parasitologie, la paléoparasitologie dans son grand ensemble. Et donc maintenant, je vais vous présenter donc, la méthode d'analyse que j'ai adoptée et pourquoi j'ai privilégié celle-ci. Alors en fait, la question elle s'est posée de pourquoi passer par un protocole d'ordinaire qui est approprié à un contexte archéologique et pourquoi ne pas employer des méthodes de diagnostic qui sont utilisées en routine, en laboratoire d'analyse par exemple. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des préparations de coprologie actuelles, mais juste expliquer dans les grandes lignes. Donc, il existe deux types de méthodes, donc les méthodes dites physiques et les méthodes dites diphasiques. Donc, les méthodes physiques, elles consistent à faire des dilutions des sels dans des solutions à densité différente de celles des parasites, puis on recueille les œufs par sédimentation ou flottaison. Donc, les méthodes diphasiques, par contre, elles consistent, quant à elles, à l'utilisation de réactifs qui vont venir dissoudre les lipides et les autres éléments qui ne sont pas recherchés. On centrifuge et donc on concentre artificiellement les œufs. Donc par la suite, en fait, le mode d'analyse est le même. Donc c'est à savoir, c'est un montage entre lame et lamelle pour une lecture au microscope. Donc en effet, actuellement, et c'est toujours le cas, l'identification des parasites, ça reste essentiellement par caractère morphologique et donc par analyse microscopique.
Donc, ces méthodes sont éprouvées. Hein. On peut donc, voilà pourquoi j'ai donc utilisé un protocole qui est d'ordinaire adapté à du matériel archéologique. En fait, ça a surtout tenu à la nature du matériel qui est utilisé. Donc, les méthodes de coprologie classiques, elles s'opèrent sur des selles fraîches, généralement. Ici, on n'est pas dans ce type de matériel directement, hein, puisque les différents composés utilisés ne seront pas du tout efficaces sur les minéraux, par exemple. Comme nous sommes dans des contextes de chambre de décantation ici, il est important de prendre en compte la nature même du sédiment qu'on a en face de nous. Et en plus, donc, ces méthodes-là de coprologie actuelle, elles ne permettent pas le recueil des œufs minéralisés. Or, la nature du sédiment, même si ce n'est pas forcément des choses qui vont être très anciennes, hein, dans notre cas ici, mais ça va malgré tout influencer énormément les modes de conservation des marqueurs parasitaires. Alors, il y a une autre chose qui n'était pas très adéquate aussi ici, c'est que pour les analyses qui sont faites en laboratoire de coprologie, il y a des recommandations qui sont faites aux patients en amont de l'analyse. Donc, par exemple, pour radiodiagnostic, il est recommandé d'éviter les fibres, les laxatifs, ce genre de choses. Ce n'est pas ce que font les gens au quotidien, quoi. Vu que là, on récupère quand même des déchets qui sont émis quotidiennement par des individus qui ne vont pas dans un, ils ne sont pas dans un mode je suis parasité, donc je fais attention. Voilà. Donc, les échantillons ici, ils n'étaient pas très propices à ce type d'approche. Et donc, en fonction de ça, c'est une autre méthode de préparation qui a été privilégiée et qu'on appelle le protocole RHM. Alors, RHM pour réhydratation, homogénéisation et microtamisage. Donc, tous les échantillons ont subi la même méthode d'extraction, ce qui a permis de comparer les cortèges parasitaires qu'on a pu mettre en évidence par la suite. Alors, ce protocole, il a été développé au laboratoire de Reims, à l'époque où le laboratoire de paléoparasitologie était encore présent à Reims. Et donc, on l'a standardisé ici, voilà, pour qu'il soit adéquat à tout type de contexte archéologique. Alors, ça se déroule en 3 phases. Il y a une phase de réhydratation, donc qui consiste à réhydrater les éléments organiques qui sont présents dans l'échantillon. Hein. Une phase d'homogénéisation, qui va consister à plutôt séparer les œufs de parasites de la matrice sédimentaire. Et en fait, ça va permettre de faciliter la 3e phase, qui est donc le microtamisage. Donc, simplement, on passe le sédiment au travers d'une colonne de tamis à mailles décroissantes. Et donc, nous, on récupère les refus de tamis de 25 et de 50 micromètres. Et donc, on les conserve, on les met dans des petits tubes à hémolyse et ensuite, on passe à une lecture sous microscope optique. Voilà. Donc, tous les échantillons ont été lus de la même manière. Hein. Il y a 5 grammes de prélèvement de sédiments qui ont été tamisés. Et donc, il y a 4 à 6 lamelles qui ont été lues par fraction micrométrique. Donc, comme ça, on peut comparer les concentrations en œuf entre elles. Alors, cette méthode, elle a plusieurs avantages. Déjà, elle est non destructive. Les œufs aussi ne subissent pas d'altération physico-chimique, ce qui est très important, notamment lorsqu'on veut les mesurer, parce que la morphométrie des œufs est très importante pour leur détermination. Donc, il y a conservation des œufs minéralisés. Et ça, bon, ce qui tient plus du confort personnel pour la lecture au microscope, il y a déjà un pré-tri des éléments à observer. Donc, voilà dans les grandes lignes la méthode qui a été employée. Et donc, je vais vous présenter les résultats qui ont été faits donc, sur la chambre à sable à Orléans. Alors, il y a une première phase de test qui a été prélevée sur 4 échantillons. Alors, la figure ici est simplement à but illustratif. Hein. Il ne me semble pas que ce soit la même carotte qui a été analysée, mais bon, au moins, ça montre un petit peu. Quoi qu'il en soit, la nature du sédiment était à peu près similaire. Donc, il y a eu 4 échantillons qui ont été faits, donc un de 32 à 35 cm, un de 97 à 100 cm, un de 103 à 106 et un de 113 à 111. Donc, leurs échantillons, ils ont été choisis. En fait, on en a discuté avec Jérémy. Et puis, donc, en fonction de la nature du sédiment, les échantillons, ils ont été choisis sur leur potentiel de positivité, en fait. C'est-à-dire qu'en général, la nature, enfin, les échantillons qui sont plus organiques seront plus propices à mettre en évidence des marqueurs parasitaires. Malgré tout, on a quand même pris un échantillon dans le top de la carotte qui était plus minéral pour comparer et voir un petit peu le potentiel. Alors, voici les résultats obtenus. Donc, il y a 4 échantillons analysés. Il y en a un seul qui a été négatif, c'est celui qui est sur le haut de la carotte. Et par contre, dans les 3 autres échantillons, il y a au moins 4 taxons qui ont pu être identifiés. On a retrouvé des œufs de trichuris, d'ascaris, de capillaria et d'estrongles. Alors, celui qui a fourni le plus de restes parasitaires, c'est celui qui est le plus profond dans la carotte.
Voilà. Maintenant, je vais vous présenter donc, ces différents taxons. Alors, tout d'abord, les géohelminthes. Donc, ici, on a eu deux. Il y a eu Trichuris et Ascaris qui correspondent à des géohelminthes. Je vous en ai brièvement parlé en introduction. Hein. C'est des maladies parasitaires qui se contractent par ingestion des formes de dissémination qui sont présentes dans des sols souillés ou de l'eau souillée. Donc, ici, voilà, deux nématodes à cycle biologique direct avec un seul hôte définitif. Donc, ça peut être de l'homme ou du porc. Alors, de par ce cycle, donc, ces parasites ils présentent une transmission orale fécale hein, qui est à mettre en lien aussi à des mauvaises conditions d'hygiène. Dans la mesure où une fois que le parasite est contracté, il y a une auto-infestation qui est très facilement réalisable à condition d'une hygiène pas forcément adaptée et aussi une mauvaise gestion des déchets fécaux. Donc, au vu du contexte et puis des tailles des œufs, ici, on serait plutôt sur des parasites humains hein, quand même. Donc, Ascaris, c'est un ver rond hein, d'une dizaine de centimètres qui est présent dans l'intestin. Les symptômes associés à sa présence sont divers. Ça peut être des anémies, des troubles neurologiques, des occlusions intestinales pour les formes les plus graves. Et donc, ça dépend directement de la charge parasitaire des individus. Donc, Trichuris, c'est un petit ver qui est plus petit, qui est encore aussi dans l'intestin. Les symptômes sont très peu spécifiques. D'ailleurs, c'est très souvent asymptomatique, mais ça peut malgré tout provoquer quelques diarrhées chez certains individus peut-être un peu plus fragiles. Alors, pour les trichuris, il faut préciser une chose, hein, il existe une multitude d'espèces de trichuris et qui peuvent infester un large panel d'hôtes différents. Donc, sans surprise ici, mais bon, il fallait quand même le vérifier, hein, je vous ai dit, les tailles, elles pourraient plutôt correspondre aux parasites humains, donc Trichuris tricura. Alors, par contre, il y a un élément qui m'a semblé un peu important, c'est que ces tailles, elles ressemblent aussi aux parasites donc, du cochon, Trichuris suisse. Et en fait, il y a des études qui ont été menées sur Trichuris suisse et qui semblent souligner que ce parasite, quand il est présent chez l'homme, donc suite à une contamination croisée par exemple, il est très immunigène et donc il entraîne une réaction anti-inflammatoire. Et en médecine actuellement, donc ces effets, hein, ils sont mis à profit pour le traitement de sévères dysfonctionnements intestinaux chez l'homme, comme la maladie de Crohn, par exemple. En fait, on administre de manière volontaire des petites doses d'œufs de Trichuris suisse chez des individus qui ont une maladie de Crohn pour baisser le côté inflammatoire de la maladie. Alors, je ne sais pas du tout dans quelle mesure ce traitement il est utilisé en France. Je sais qu'il existe. Je ne sais pas du tout si c'est le cas en France et à Orléans, par exemple. Mais bon, dans tous les cas, j'imagine que ça se passe à l'hôpital. Hein. Donc, si des échantillons qui ont ce parasite sont prélevés à proximité d'un hôpital et qui pratiquent ce type de traitement, je pense qu'il est important de le prendre en compte hein, pour éviter des fausses interprétations et penser qu'il y a des cochons qui se baladent en ville avec leurs parasites. Quoi. Donc, troisième taxon qui a été identifié, c'est des capillaridés. Donc, c'est aussi un nématode qui regroupe des espèces de familles différentes. Et donc, il y a seule la morphologie des œufs qui peuvent les rattacher ensemble. Alors, ils ne peuvent pas être distingués par observation microscopique. Et donc, ces parasites, qui nous posent toujours problème parce qu'on ne peut pas aller plus en avant dans l'identification et donc dans les interprétations. Donc, malgré tout, les formes les plus courantes de ces parasites sont présentes chez les oiseaux, les bovins et les hommes. Au vu du contexte, hein, il serait raisonnable de privilégier des formes présentes chez les oiseaux et les hommes, hein, dont les symptômes sont extrêmement variés. Ça peut aller de l'asymptomatique à la mort pour des parasites d'oiseaux. Le dernier parasite qui a été mis en évidence, ce sont les strongles. Alors, les strongles, ils regroupent plusieurs genres qui sont présents chez l'homme, donc Strongyloides, Ankylostoma et Necator. Alors, un peu comme Capillaria, hein, les strongles, ils désignent une famille assez vaste de nématodes et les œufs sont très similaires d'une famille à l'autre. Vous voyez sur les photos, c'est assez compliqué de les distinguer. Et l'aspect aussi il varie selon la segmentation de l'œuf, donc pendant l'embryogénèse, hein, pendant que l'embryon se développe dans l'œuf. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte pour l'identification, ce qui rend très difficile. Alors, de la même manière, les hôtes et les symptômes associés à ces parasites sont très variés. En fait, les larves vont pénétrer dans la peau, provoquer un phénomène qu'on appelle de larva migrans, vont migrer vers les intestins et donc causer des pertes de sang et des anémies. Donc, à noter que les genres Ankylostoma et Necator sont plutôt présents dans des biotopes chauds et humides. Voilà. Donc, on vient de passer en revue les différents taxons qui sont présents et identifiés dans les échantillons.
Alors, il restait un œuf que je n'ai pas encore réussi à identifier, donc c'est pour ça que je ne voulais pas montrer, mais bon, il y a encore un invité mystère dans nos échantillons, mais je suis dessus. Alors là, je vais reprendre les différentes données donc, que je vous ai présentées et voir ce qu'on peut en dire. Alors, on va commencer par trichuris. Donc, en France, actuellement, généralement, la détection elle est fortuite, donc en raison du caractère assez asymptomatique de l'infestation, mais elle traduit malgré tout donc, une souillure des aliments avec de la matière fécale d'origine humaine et donc une mauvaise hygiène. Alors, à l'échelle mondiale, c'est un taxon qui est assez bien représenté, et probablement parce qu'il est assez bien toléré par les porteurs, en fait. Donc ici, ça va faire appel à une notion qu'on appelle de péril fécal et qui donc correspond au risque de contamination par des organismes fécaux ou des organismes qui présentent un mode de dissémination par les selles. Alors concernant Ascaris, actuellement, c'est l'helminthias qui est la plus fréquente dans le monde et dans les pays en voie de développement, mais aussi dans les pays développés. Dans les pays en voie de développement, la prévalence de ce parasite est largement imputable à l'utilisation des bouts d'épuration à des fins agricoles, donc où les œufs sont présents et disséminés dans la population. Ce parasite est parmi ceux qui ont les formes de dissémination les plus résistantes, et donc il est difficile à endiguer en raison de son cycle de développement qui est direct. Et donc, pour les strangles, donc je vous ai mis une photo ici, vous avez un ankylostome, la tête d'un ankylostome, je trouve qu'il a une tête un peu marrante, donc là, je vous le montre. Donc, avec les deux précédents, donc avec Trichuris et Ascaris, ils forment donc le trio d'helminthes le plus présent chez l'homme aujourd'hui, d'après les données de l'OMS. Et comme je vous ai dit, ils peuvent correspondre à 3 espèces. Alors, ankylostome, aujourd'hui en Europe, il y avait une espèce autochtone qui existait, mais qui n'existe plus. À l'origine, elle était plutôt présente dans les populations de mineurs, puisque voilà, c'était des biotopes que le parasite privilégiait, donc des tunnels ou des mines. Alors, le plus souvent, quand elle est retrouvée en France, elle est donc d'origine allochtone. Et donc, ce parasite, il n'est pas tant responsable de parasitose gastro-intestinale stricte, mais plutôt du phénomène de la larva migrans, donc je vous ai déjà un petit peu parlé. Et donc, c'est la larve qui rentre sous l'épiderme, qui migre jusqu'à l'intestin et qui crée donc des inflammations sur son passage. Donc, les larves sont dans la terre souillée. Et donc, souvent, ce parasite est retrouvé en co-infestation avec Necator. Donc, Necator, il pose les mêmes pathologies que les ankylostomes, puisqu'ils ont le même cycle de développement. Donc, c'est pourquoi ils sont souvent en co-infestation. C'est des parasites qui sont présents sur tous les continents, avec malgré tout une prévalence dans les environnements chauds et humides, plutôt tropicaux. Donc le dernier des strongs, ça va être strongyloides. Alors les symptômes cliniques sont un peu plus variés. Ça peut aller de l'asymptomatique, donc chez des patients sains, à des symptômes plus graves chez des patients fragiles. Donc c'est généralement dans ce cas que l'auto-infestation est le plus importante. Et donc la charge parasitaire augmente, donc les symptômes, etc. Donc la transmission du parasite, elle est double, c'est soit par la peau, comme les deux précédents, soit par une contamination de l'environnement avec des matières fécales. Alors ce parasite, il a une plus grande tolérance face aux températures de l'environnement, ce qui fait qu'actuellement, il est en train de gagner du terrain en fait, dans les zones de climat tempéré. Et donc le dernier parasite, Capillaria, donc je vous ai dit, on ne pouvait pas en dire grand-chose. Alors, dans tous les cas, ces espèces, elles sont actuellement prédominantes dans des régions du monde en voie de développement, comme je vous disais, donc Afrique, Amérique du Sud et Asie. Il y a des publications qui ont été faites au Brésil où ils ont essayé d'analyser la présence de parasites dans des buts d'épuration. Donc, ça s'est fait à Brasilia. Et ils ont effectivement trouvé, voilà, c'est dans un contexte de mégalopole, et ils ont trouvé des présences de parasites, avec notamment donc, Ascaris, comme ici, Trichuris, puis d'autres taxons que nous, on n'a pas forcément mis en évidence. En Europe, d'après les derniers rapports de l'OMS, les géohelminthes, ils concernent essentiellement les enfants. Donc, on n'a a priori pas trop de cas chez les adultes. Ça, c'est plutôt dû au mode de propagation du parasite. Donc, c'est de la géophagie accidentelle. Typiquement, ça va être des obsures qu'on peut attraper dans les bacs à sable ou ce genre de choses. Donc, par contre, voilà, je n'ai pas réussi trop à avoir des données très récentes sur les autres helminthias, comme les ténias, par exemple. Alors, il y a une question qui s'est posée, c'est que dans ce type de contexte, on aurait pu s'attendre à trouver d'autres taxons, en fait. Par exemple, typiquement, moi, je m'attendais à retrouver des œufs d'Enterobus vermicularis, donc les oxures, et j'en ai pas trouvé. Mais il est totalement absent, et donc j'ai été un peu surprise, mais bon, il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer ça. Alors déjà, pour la mise en évidence, la coproscopie classique, elle ne marche pas.
En fait, ce qu'ils font en laboratoire, ils ne vont pas faire une analyse de sel, ils vont utiliser la technique du scotch, hein, comme ils disent, parce que voilà, ce n'est pas efficient de travailler sur les sels. Du coup, ici, avec notre méthode d'extraction des œufs, hein, on pourrait récupérer une part des œufs qui sont produits par les femelles, mais pas forcément toutes. On a donc une sous-évaluation hein, déjà de la densité de parasites qu'il pourrait y avoir. Il y a un autre phénomène, c'est que les œufs sont très fragiles. La coque est très fragile. En contexte archéologique, on ne le retrouve jamais. Donc voilà, je ne l'ai jamais retrouvé en contexte archéologique en Europe. Donc ça, voilà, j'étais assez étonnée de ce résultat. Donc ça, c'était les résultats parasitologiques donc, sur ces échantillons. Là, je vais vous présenter quelques perspectives qui pourraient être faites. Alors déjà, il y a plusieurs problématiques qui se posent. Déjà, le fait que l'échantillon le plus positif soit celui qui soit le plus profond dans la carotte peut nous poser la question de la percolation des œufs dans la carotte. Donc ça, si on veut faire une analyse de carotte avec une résolution assez fine, il faudrait quand même être sûr qu'il n'y a pas trop de percolation pour qu'il n'y ait pas de fausses interprétations. Donc ça va nécessiter des nouveaux essais. De mon côté, je vais quand même essayer de faire des tests d'ADN sur ces échantillons, donc notamment pour mettre en évidence Oterobus, ce qui pourrait être fait, mais aussi d'autres taxons comme les ténias, par exemple. Et donc, en fonction de ce qu'on peut retrouver, il y a des grosses problématiques en ce moment chez les parasitologues. Il y a des parasitoses qui sont réémergentes, dans le sens où elles étaient très présentes en contexte ancien, donc, je ne sais pas, période gallo-romaine, néolithique, Moyen-Âge, qui ont un peu disparu pendant les périodes modernes et qui sont en train de revenir. Donc, par exemple, je vous ai mis l'exemple du Diphyllobotrium, en fait, qui est ce qu'on appelle le ténia du poisson, qui est un parasite présent chez l'homme, enfin les mammifères piscivores, mais l'homme aussi, donc, et en fait qui semble revenir, notamment dans les zones alpines, où il est très présent dans les lacs alpins, et il y aurait très certainement une corrélation entre le fait que maintenant il y a une mode du sushi qui est venue depuis quelques années en Europe, et donc du poisson cru, et donc les gens s'infestent de plus en plus avec ce parasite. Voilà, donc ça c'est un exemple de parasitose qui est réémergente, et donc il est intéressant aussi de mettre en évidence dans ce type de contexte, pour voir dans quelle mesure justement il peut réémerger et qu'est-ce qui pourrait être fait pour endiguer ces parasitoses. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Céline. Bien entendu, moi j'ai plein de questions, mais on va donner peut-être la parole à Inès ou Ronald si vous avez des questions, si cette présentation vous inspire, je ne sais pas. Moi, en tout cas, merci pour cette présentation. Je trouve ça très intéressant. Je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine-là, mais en tout cas, non, c'est intéressant d'avoir ces perspectives et d'avoir ces éléments. Et donc, voilà, je n'ai pas spécialement de questions parce que vraiment, je ne suis vraiment pas spécialiste de ça, mais en tout cas, merci, c'est très intéressant. Merci. Inès ou Elisabeth? Elisabeth, tu as des choses qui te viennent directement à l'esprit? Non, mais en fait, moi, je me suis restée coincée sur le sushi, là. Ah, faut pas, mais bon, effectivement, ça revient un petit peu à cause de ça, quoi. Mais en fait, en termes de santé, en fait, ça produit quoi comme... Enfin, comment dire, quelle est la dangerosité en termes de santé? Ouais. C'est pas Alors, les parasitoses gastro-intestinales, de manière générale, elles ne sont pas très pathogènes. Alors, il y en a, je ne dis pas, bien sûr, il y en a qui vont être plus agressifs que d'autres. Mais par exemple, celle-ci, là, le ténia du poisson, ce n'est pas très pathogène. C'est juste, en fait, c'est le ténia le plus long qu'on puisse avoir. Donc, il peut faire 7 mètres chez une personne. On peut en avoir plusieurs en même temps. En fait, ça va plus être l'impact psychologique qui va être lié aussi à la présence de ce parasite. Il y a des personnes qui ne tolèrent absolument pas ça. Ouais. Et voilà, donc il y a quand même un impact là-dessus qui est de santé publique, clairement. Et puis donc, il y a d'autres parasites qui, eux, vont être quand même plus pathogènes et plus problématiques chez des individus, notamment chez des personnes qui sont déjà fragilisées. Oui, bien sûr. Oui. Il me semble qu'il y a des réglementations pour les restaurants de sushi où ils doivent congeler le poisson avant de le servir pour tuer les parasites. Oui, alors en fait, oui, ça va dépendre de la température du congélateur et puis donc en fonction de ça, de la durée. Mais alors oui, effectivement, après, je vous disais, ils sont de plus en plus présents, en fait, ces parasites-là, dans les lacs alpins, par exemple.
Donc, il y a beaucoup de restaurants autour du Bourget, hein, par exemple, qui vont servir des carpaccio de truite ou de je ne sais quoi. Et les clients hein, peuvent s'infester de cette manière, quoi. Donc, ça ne va pas être que les restaurants de sushi à proprement parler, hein, mais aussi de la cuisine plus traditionnelle, on va dire, qui utilisent des produits directement issus de la pêche locale et qui congèlent pas forcément comme il faudrait. Et voilà. Nada? Oui, j'ai plein de questions. Ouais, je me doute. Juste avant, en fait, est-ce que la ville de Paris serait intéressée par suivre ce type de parasites? Alors, là, tu as 3 représentants de la ville de Paris qui ne sont pas Alors, directement je en peux lien répondre, avec les questions Elisabeth? Mais vas-y, réponds pour la ville de Paris, Jérémy. Non, mais non, en fait, la réponse, effectivement, je ne sais pas. C'est dommage, Agnès a dû partir, mais Jérémy, vas-y, réponds pour nous si tu veux. Sauf si Inès et Ronald veulent répondre, peut-être. Mais... J'ai des éléments de réponse, mais je triche parce que j'ai un document devant les yeux. C'est un document que le service parisien de santé Ouais. environnementale nous a transmis en amont de la réunion qu'on a eue hier sur les traceurs. Et alors, je suis désolé, hein, ce n'est pas non plus mon métier. C'est pas du tout mes compétences, mais je lis Giardia et Cryptosporidium. Oui. C'est des... Toi, tu connais ces noms-là. Donc, apparemment, il y a une vraie demande sur ces parasites. Il y a toute une liste, mais dedans, il y a du virus, de la bactérie, un peu tout. Mais sur les... Alors, je ne sais pas si ces parasites Giardia et Cryptosporidium, c'est des helminthes ou des... Alors, ce n'est pas des helminthes, c'est des protozoaires, donc c'est des Ok. unicellulaires, hein, mais qui sont présents dans les intestins, et ce qui, effectivement, peuvent être assez pathogènes, quoi. Et eux aussi, ils commencent un peu à revenir s'installer en France, notamment, enfin en tout cas en Europe, de manière générale. Ils sont assez présents, en fait, en Amérique, ceux-là, notamment en Amérique centrale et du Sud, et puis là, on les retrouve de plus en plus en Europe, quoi. Alors, je n'ai pas travaillé dessus. J'aurais pu, en fait, parce que, par exemple, Giardia, on peut le détecter avec des tests immunologiques, enfin des tests ELISA, quoi, typiquement voilà, par immuno. Donc, c'est relativement simple à mettre en place. Il faut avoir des kits, mais ça se fait relativement bien. Et Cryptosporidium, là, on est en train de travailler dessus au laboratoire pour faire de la détection par ADN. Donc, on a mon collègue Kevin qui s'occupe de ça, n'a pas encore designé les amorces pour faire de la détection, mais c'est en cours, quoi. Ok. Ce qui me semble intéressant, c'est la différence entre la diversité à laquelle on peut s'attendre et puis ce qui est vraiment retenu ou enregistré dans l'archive. Alors là, c'est une partie que tu as vue, mais ça paraît peu. Et toi, tu amènes une hypothèse sur les transferts verticaux. Peut-être, ouais. C'est vrai qu'on a des sédiments qui sont parfois plus fins ou plus organiques et qui pourraient retenir ces éléments. J'y crois pas trop, Ouais. mais c'est parce que je ne connais pas forcément bien. Mais aussi, je fais le parallèle avec les molécules organiques où on nous suggère systématiquement que nos évolutions verticales sont liées à du déplacement de molécules qui va s'accrocher dans certains cas. Je pense plutôt, enfin, une hypothèse qui pourrait être émise, c'est la différence entre ce qui transite dans l'eau et ce qui s'accumule dans le sédiment. Et c'est peut-être des trucs qui flottent et qu'on pourrait plutôt aller les rechercher dans les eaux plus que dans les sédiments. Ça vaudrait du coup peut-être de tester ça. Oui, de toute façon, il faut tester, hein. Je pense qu'il faut multiplier un peu l'analyse de manière un peu régulière, puis voir ce qui se passe, quoi. Parce que c'est vrai que sur 4 échantillons, c'est un peu dur d'avancer trop là-dessus. C'est une demande pour en avoir plus. Oui, voilà, par exemple. Alors ça, on pourra en rediscuter, mais Voilà. je pense qu'il nous faudra l'aval de la ville de Paris parce que les Ouais. sédiments que l'on a pour le moment dans les bassins de décantation, ils n'étaient pas destinés à ce type d'analyse. Donc, on pourra vérifier ça. Mais on commence à avoir un peu de matière à te soumettre. Et oui, peut-être voir dans l'eau aussi. Ce qui serait aussi peut-être super intéressant, c'est qu'on te mette en contact avec le service parisien de santé environnementale parce qu'ils ont déjà des travaux de suivi. Ok.
Alors là, je lis rapidement sur la polio, donc c'est un virus, on n'est pas dans le même cadre, mais il y a des suivis réguliers. On peut supposer que sur d'autres parasites, sur des parasites, c'est le cas. Et ça serait intéressant de voir, quelles sont leurs envies, notamment sur les émergents. Deux, quel est leur corpus de connaissances, s'ils sont disposés à le partager. Et toi, ça peut orienter sans doute. Tu parles de tests ELISA, d'ADN ou de recherche par microscopie. Et voilà, ça te permettrait de te non, c'est pas dit, te focaliser, pardon, te focaliser sur ces trucs-là. J'arrête de poser des questions. Non, c'était même pas des questions, c'était des commentaires en plus, pardon. Nada? Oui. Alors, moi, en fait, je me posais des questions parce que aussi bien l'époux que les oxyures se transmettent pas mal chez les enfants, les petits, dans les écoles, les crèches, etc. Et donc, je me disais, est-ce qu'il y aurait un moyen d'identifier quand ça commence à se propager ou pour que les parents fassent un peu attention. Donc, je ne savais pas du tout si ça pouvait se détecter dans les eaux usées. Donc, merci dans les sédiments. Donc, c'était super intéressant. Et puis, il y a aussi peut-être les médicaments qui permettent de les traiter. Donc, par exemple, pour les oxyures, il y a des vermifuges. Est-ce qu'il y en a qui sont spécifiques aux oxyures ou c'est pour toutes les... Alors, pour les vermifuges, en fait, ils ne s'embêtent pas trop, hein, que ce soit chez les vétérinaires ou les médecins, c'est plus ou moins les mêmes. C'est quoi, albendazole, enfin voilà. Il y en a peut-être 2-3, mais ils vont être un peu applicables à tous, quoi. C'est pour ça que nous, par exemple, on a du mal à récupérer du matériel de référence chez les vétérinaires, par exemple, parce que finalement, ça ne les intéresse pas, l'espèce qui est de parasite, puisque ça va être le même médicament pour tous, quoi. Donc, oui, voilà. Donc, c'est toujours les mêmes molécules, hein, qui sont employées pour ça. Pour les écoles, en fait, c'est pour voir s'il y a des pics, des moments dans l'année, des pics de contamination, en fait. Oui, par exemple, si à un moment ça circule beaucoup, que les parents soient prévenus, un peu comme les épidémies de poux, Ouais. que quand on leur dise attention. Enfin, c'était juste. Ouais, si, mais je réfléchis en même temps. Alors, je pense que ça pourrait être fait. Après, ce serait du cas par cas, je pense, en fonction des écoles. Il faudrait voir les installations. Où est-ce que c'est les zones de potentielle contamination? Je parlais des bacs à sable, mais il n'y a pas que ça. Enfin, voilà, il faudrait voir un peu dans différentes écoles quels seraient les spots, les hotspots de contamination par ce parasite-là. Et puis, essayer de voir si on retrouve des œufs dedans et pour prévenir justement la propagation. Mais oui, ce serait intéressant de faire quelque chose dans ce sens-là. Ouais. Alors, à un moment, je me suis dit, par exemple, quand il y a juste après, à Pâques, quand on met des œufs de Pâques un peu partout dans les jardins et que les enfants ils prennent et ils mangent direct, il y a peut-être un risque 2 semaines plus tard qu'ils commencent à avoir des œufs et tout ça. Surtout qu'il y a une période de latence, hein, entre l'ingestion de l'œuf et le développement du parasite. Ça peut aller de quelques semaines à quelques mois. Donc, du coup, c'est parfois difficile de mettre en lien le moment de la contamination et l'apparition du parasite, quoi. Mais effectivement, à Pâques, oui, j'y avais pas pensé, mais que le ramassage des œufs, c'est vrai que ça pourrait... une bonne part de géophagie accidentelle, je pense, à ce moment-là. Ouais. C'est du vrai ramassage des œufs, oui. Ouais, c'est ça, du vrai de vrai, quoi. Ce sujet-là, en fait, il est intéressant. Tu as à plusieurs reprises utilisé le mot asymptomatique, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies qui sont peut-être pas graves, mais qui sont dans un fond diffus pour lesquelles on n'a pas forcément le diagnostic, donc la quantification. Et là, je fais écho aux discussions qu'on a eues hier en disant, tiens, ça serait intéressant de mesurer tel truc. Oui, mais on l'a par ailleurs et de manière plus facile, plus évidente, donc ça ne vaut pas le coup. Et là, ça vaut peut-être le coup parce que c'est quelque chose qui est un peu caché, pour lequel les données de santé publique sont peut-être pas super fiables. Oui, c'est ça. C'est un peu le problème avec ces parasitoses-là, hein, c'est que la plupart, les gens s'en aperçoivent pas, quoi. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a peu de données. Je pense que vraiment, hein, le nombre, il est sous-estimé par rapport à la quantité de personnes qui pourraient être infestées, quoi. Puis aussi, j'imagine une part un peu de honte chez les personnes qui vont peut-être pas forcément oser aller chez le médecin ou ce genre de choses. Mais enfin, voilà. Donc, à mon avis, il y a quand même plus que ce qu'on pense, malheureusement. Hein, je pense qu'ils ne se rendent pas compte forcément parce que c'est ce n'est ça. pas forcément visible, mais c'est assez transmissible. Et pour les poux,
je me suis dit peut-être avec... parce que pareil, les pouces, ça commence à circuler, mais le temps qu'on s'en rende vraiment compte, il peut se passer plusieurs semaines. Et après, voilà. Et donc, s'il y a un suivi, par exemple, d'hyméticone dans les eaux usées ou les sédiments, enfin, c'est-à-dire qu'un système d'alerte, dès que ça commence à augmenter, que les gens fassent un peu attention et qu'ils vérifient peut-être les cheveux de leurs enfants. Oui, oui, oui. Mais oui, oui, effectivement, ça pourrait, avec les oxyures, oui, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose dans ce goût-là aussi, hein, qui pourrait être faisable, quoi, dans tous les cas. Hier, on a aussi beaucoup utilisé le mot proxy, des Oui. choses qu'on utilise en paléo, hein, mais on utilise ça aussi beaucoup en sciences humaines et sociales ou dans les métriques de la ville. Ce qui nous manquait, c'était peut-être l'estimation de populations animales diverses et variées. Alors, il y a le rat auquel on pense, bien entendu, mais il y en a plein. On a parlé de tiques, on a parlé de moustiques, je ne sais plus quoi d'autre. Ça peut être les animaux domestiques aussi. Et on a des espoirs là-dessus sur le fait que les parasites de ces animaux pourraient nous aider. Je suis pas certaine. Alors, en fait, c'est vrai que je travaille pas trop là-dessus parce qu'en contexte archéologique, la quantification des charges parasitaires, c'est quelque chose qui est, enfin, à mon sens, qui n'est pas du tout faisable en l'état actuel. Après, ce qui va être difficile pour ça, ça va être de faire la part de tel animal et à une charge parasitaire démentielle. Et comment, c'est juste qu'il y a plusieurs, je sais pas, 10 rats qui ont ce parasite, mais qui en ont moins, quoi. Ça va être compliqué de faire la différence entre la charge parasitaire et le nombre d'individus infestés. Et ça, je vois pas trop. Il faudrait que j'y réfléchisse, mais pour le moment, là, je vois pas trop comment ça pourrait être fait. Je sais pas. On a les mêmes problèmes de Je me quanti renseigne. sur un peu tout. Ouais, j'imagine, hein, mais... Ouais. Les médicaments, c'est à peu près bien contrôlé parce qu'il y a des doses. Ouais. Les drogues, c'est pareil. Mais hier, on a parlé de régime carné ou de régime fibré. C'est la même chose entre un gros mangeur et puis 2 petits mangeurs. Ça peut être difficile. Oui, c'est ça. Nada, tu as d'autres questions? Non, ça va. C'est bon. Merci. Ronald, Inès, Elisabeth, vous avez des questions? Non, non. Tu peux y aller, Jérémy. Non, il m'arrive d'être raisonnable, mais j'ai retenu ces lignes qu'on allait continuer à échanger selon ce qu'on vient de discuter. Là, d'autres échantillons, mais ça, c'est à toi de voir parce que c'est toi qui fais le travail. Pour le moment, on n'a pas de carottes parisiennes, on n'a toujours que les carottes orléanaises et des prélèvements ponctuels dans des bassins de dessablement à Paris. Et puis, peut-être de l'eau à terme, enfin, dès qu'on aura des prélèvements d'eau, ça sera intéressant de comparer. Et puis une mise en relation avec Sophie Barral. Ouais. De toute façon, Sophie, on va l'inviter à regarder cette présentation et puis à échanger avec toi sur le champ des possibles et puis leurs priorités en termes de parasites. Ça te convient? Très bien. Super. Même les carottes orléanaises, ça me convient très bien aussi. Ouais, mais je vais retourner échantillonner un peu dans la chambre froide pour te prendre des échantillons. Je t'en prendrai beaucoup et après, enfin, je vais découper toute la carotte parce que c'est pas la peine de la conserver trop longtemps. Et puis après, toi, tu feras ce que tu veux, tu choisiras le nombre d'échantillons à analyser parce que je pense que ça représente un peu de temps. Un petit peu, mais ça va. Ok. Et puis, oui, engager, pourquoi pas ADN. Et puis, je ne sais plus comment tu appelles ça, c'est ELISA, ça fonctionne comment? C'est des amorces? Oui, c'est des tests immunologiques en fait. Enfin, Donc, c'est des belles pistes aussi. Et peut-être qu'avoir plus d'échantillons sur une carotte, ça nous permettra d'envisager, alors je suis désolé, je réutilise le même terme qu'hier, mais une valorisation. Et pour toi, ça peut être important aussi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et à très vite, j'espère. J'aimerais bien que tu viennes nous voir aussi à l'occasion à Paris. Je sais que c'est un peu compliqué, mais... Ah, je suis désolée, hier, j'avais cours toute la journée. C'était pas du tout possible, mais bon. Je comprends, mais que
des échanges comme hier, c'était assez intéressant pour faire groupe aussi. C'est important. Merci beaucoup. Merci Céline. Merci. Merci, au revoir. Bon après-midi, bon week-end, au revoir. Merci, Au bon revoir. week-end.